Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La communication que je présente aujourd'hui est intitulée Monde musulman, Occident, deux crises, un dénouement. Je ne suis pas un bon traducteur. Donc ma communication est intitulée Monde musulman, Occident, deux crises, un dénouement. Dès les années 40, le penseur algérien Melk Ben Nabi était conscient de la crise qui menace toute l'humanité. Cette prise de conscience a été inspirée à Melk Ben Nabi par deux crises. La crise du monde musulman, qui est d'ordre social, et la crise du monde occidental, qui est d'ordre moral. À cet effet, Melk Ben Nabi s'est retrouvé acculé par ses réflexions sur ces deux crises, la crise de l'Occident et celle de l'Orient musulman, a exposé son point de vue sur le devenir de l'humanité et cette communication a pour objectif d'exposer la vision de Melk Ben Nabi sur la philosophie de l'histoire. Je vais commencer par justement traiter la crise du monde musulman moderne, la crise sociale, puis je vais analyser aussi la crise de l'Occident et en fin de compte je vais justement aborder la mission et le rôle que Melk Ben Nabi charge le monde musulman d'une mission. Je vais aborder ce point. Donc, dans le cadre de ses travaux sur le monde musulman, Melk Ben Nabi, ou bien sur les causes du retard et la décadence du monde musulman, Melk Ben Nabi a forgé le concept de la colonisabilité pour admettre que les raisons du retard et du sous-développement des musulmans revêtent un aspect psychosociologique. Ce concept donc a servi pour Melk Ben Nabi pour récapituler tout cet art, l'état de l'homme post-Almohade, qui Melk Ben Nabi cite parmi ses paralysies sociales l'incapacité de penser et d'agir, l'absence de tension intellectuelle, la satisfaction de soi et le manque d'initiative et d'autocritique. Il parle aussi de le manque d'efficacité plutôt sociale, la pensée atomistique. Donc la colonisabilité chez Melk Ben Nabi découle de la dislocation interne, de la dislocation du réseau des liaisons sociales et la désagrégation de la société qui coïncide avec l'achèvement de son évolution. C'est pourquoi je juge que la compréhension et l'interprétation de ce concept sont inhérentes à la chronologie du processus de la désagrégation de l'empire almohade en particulier et celui du monde musulman en général. Donc le cycle de la civilisation musulmane a commencé avec la fondation de l'État entre guillemets et de l'État de Médine par le prophète de l'islam alayhi salatu wa salam, et s'est achevé avec la chute de l'État almohade, Dawlat al-Muwahhidin. Ben Nabi donc situait la crise du monde musulman à l'aube de son épopée, en 657 à Séfin, 37 de l'Hégire. Car cette première rupture, était à l'origine, premièrement, rupture au sein de la communauté musulmane naissante, avec, dont les conséquences furent donc l'émergence des identités sunnites, chiites et kharijites. Deuxième élément, c'est la rupture avec la véritable tradition de l'islam, ou bien la véritable tradition islamique, car, comme disait Melk Ben Nabi, la civilisation musulmane n'est pas issue de la doctrine de l'islam, mais au contraire, ce sont les doctrines de l'islam qui se sont accommodées à un ordre temporel imposé depuis que les Omeyyades ont fait intrusion dans l'histoire de l'islam. Troisième point, c'est la régression de l'esprit démocratique en islam suite à l'intrusion des Omeyyades, puis celle des Abbassides dans l'histoire musulmane. Ce fut donc la substitution du pouvoir dynastique au pouvoir démocratique. Suite à cette première rupture, la civilisation musulmane a emprunté la voie de la raison. Et elle va justement réaliser l'âge d'or de l'islam. Puis elle a viré progressivement vers le déclin qui coïncide avec la chute de la dynastie almohade
en 1269 et la prise de sa capitale Marrakech qui a été prise par les Marinides. Cette date est contemporaine de la destruction de Bagdad par les Mongols en 1258. Donc la nuit de la décadence chez Melk Ben Nabi du monde musulman couvre toute cette période-là qui s'étale de l'ère post-almohade jusqu'à ce que le colonialisme du XIXe siècle vienne secouer la conscience musulmane qui dormait profondément depuis des siècles et abolir l'ordre social, comme disait Melk Ben Nabi, dans lequel végétait l'homme post-almohade qui est l'incarnation de la colonisabilité. Cet homme-là a subsisté à l'homme de la civilisation. Donc la colonisabilité, dans la perspective Ben Nabienne, a deux sens. Elle est tout d'abord l'ensemble des conditions psychosociologiques négatives découlant de la perte de la cohésion sociale interne des sociétés historiques seulement. Melk Ben Nabi, il emprunte des concepts à l'anthropologie, société primitive et société historique. Donc le concept de la colonisabilité concerne uniquement les sociétés historiques, qui facilitent donc leur invasion et la colonisation de leur territoire. La colonisabilité est donc un processus de désagrégation, de décomposition et de dislocation interne de la civilisation. Elle est applicable même pour les pays qui n'ont jamais connu la colonisation plutôt classique, comme Melk Ben Nabi il cite le Yémen. Donc, la colonisabilité est une explication historique de l'état d'immobilisme dans lequel des peuples ont survécu durant des siècles avant l'avènement de la colonisation. Ceci dit que la colonisation n'est pas la seule cause du sous-développement, puisque certains pays, comme le Yémen, qui n'ont jamais connu la colonisation, n'ont pas pour autant échappé au sous-développement. Donc, Melk Ben Nabi signifie que, justement, une société pour Melk Ben Nabi affectée par la colonisabilité est une société qui est parvenue à la stagnation par une régression sociale. Il dit, c'est une société atomisée, divisée, où les liaisons horizontales qui forment un tout, peuple ou nation, sont dissoutes. Elle a une relation psychosociologique avec la colonisation en donnant la prééminence aux facteurs psychiques d'un côté et aux facteurs sociaux de l'autre. Donc, toutefois, la colonisabilité, elle est aussi la conséquence de la colonisation. La colonisabilité donc, est utilisée par Melk Ben Nabi pour qualifier, décrire la situation de décadence et de léthargie avant l'avènement de la colonisation. Mais ce concept acquiert un deuxième sens avec l'entreprise coloniale. Elle est donc le résultat, la colonisabilité est le résultat justement de l'établissement des rapports colonisé-colonisateur et l'adhésion du colonisé à la réalité coloniale. À cet égard, Melk Ben Nabi écrit dans Vocation de l'islam, Rome n'avait pas colonisé, mais conquis la Grèce. L'Angleterre, qui a colonisé 400 millions d'hindous parce qu'ils étaient colonisables, n'a pas colonisé l'Irlande, soumise mais irrédentiste. Par contre, le Yémen, qui n'a jamais cessé d'être indépendant, n'en a tiré aucun profit parce qu'il était colonisable. Je termine la citation, qu'est-ce qu'il dit Melk Ben Nabi? C'est-à-dire du Yémen, c'est-à-dire inapte à tout effort social. Donc la colonisabilité a un lien avec, justement, c'est un problème social. Donc, parce que pour Melk Ben Nabi, une occupation ne devient jamais une colonisation quand subsiste entre les hommes un sentiment d'unité et des projets en commun. Dans le cas d'une société colonisable, la société est atomisée ensemble d'individus, les hommes sont absents, ils vivent anarchiquement et l'élite, elle a pour seule ambition, c'est de durer au pouvoir jusqu'à ce que survienne la colonisation. L'avènement de la colonisation en terre d'islam au XIXe siècle, bien sûr, elle a été désastreuse pour le monde musulman, mais, comme disait Melk Ben Nabi, a réveillé brutalement le musulman. Elle l'a tiré de sa léthargie. Et à l'insu du musulman, elle a joué le rôle de la dynamite explosant dans un champ de silence et de contemplation. Donc, bien que l'Occident, en jouant ce rôle d'éveilleur aux musulmans, ait permis aux musulmans de prendre conscience de leur situation de décadence, il n'en demeure pas moins que cet Occident lui-même est en crise. Il est en crise. N'a pu donner aux musulmans ce dont ils avaient besoin. Car l'Occident, d'après Melk Ben Nabi, est actuellement aussi envahi par le chaos. Donc maintenant, je passe à la deuxième crise, celle de l'Occident. Selon Melk Ben Nabi, donc, ou bien le chaos du monde musulman est déterminé par deux ruptures aussi. La première rupture s'est produite sur le plan moral avec le mouvement de la réforme et a engendré le rationalisme issu de la pensée de Descartes. Et dont les conséquences fut un décalage entre la conscience chrétienne d'un côté et la science. La deuxième rupture, elle s'est produite sur le plan politique avec la Révolution française qui a établi un équilibre précaire
Le résultat fut justement la lutte des classes. La lutte des classes. Et ici, Melk Ben Nabi, en quelque sorte, il remet en cause, et puis coloniser, comme disait Melk Ben Nabi, plutôt concernant la première rupture, quand il parle justement de ce décalage entre science et conscience, il va pointer de doigt la pensée de Descartes, qui était à l'origine de la montée en puissance des idéologies positivistes et aussi matérialistes en Europe. Concernant la deuxième rupture, l'aboutissement fut donc un décalage, plutôt fut la lutte des classes, et puis pour Melk Ben Nabi, prolétariat, exploité et exploiteur vont s'unir contre l'homme colonisé, et la deuxième rupture était à l'origine du mouvement colonial. Ces deux ruptures se sont aggravées au fil des années, des siècles, et aussi avec la rapidité du développement scientifique. Et donc pour Melk Ben Nabi, ici il parle justement, il dit que ces deux ruptures se sont conjuguées pour donner, pour faire une culture d'empire et plutôt qu'une culture de civilisation. Pour Melk Ben Nabi, les deux guerres mondiales qui ont ravagé le monde, le mouvement de la colonisation, celui qui a été suivi d'un mouvement de décolonisation, la montée des tensions entre l'Est et l'Ouest dans le cadre de la guerre froide, ne s'explique pas comme un simple accident. Melk Ben Nabi, il remet en cause la culture européenne qu'il qualifie de culture d'empire et le complexe de domination qui domine toute la structure mentale occidentale. Mais en pensant à la crise de l'Occident, Melk Ben Nabi a envisagé également son dépassement, non pas en termes de vengeance, mais en termes de paix mondiale. Pour lui, l'Occident, en dépit du virage qu'il a pris depuis le XVIe siècle, le mettant sur les rails du rationalisme, le machiavélisme, le matérialisme, le colonialisme, reste et demeure un pôle de l'humanité que Melk Ben Nabi appelle l'axe Washington-Moscou, dont l'autre est représenté par l'axe Tanger-Jakarta. Pour lui, toute crise se perpétue d'un pôle à l'autre du globe et interfère avec celle de l'autre. Justement, d'où il dit qu'on ne peut pas, traiter les problèmes partiellement ou bien trouver des solutions partielles aux problèmes de l'humanité ou bien aux problèmes des pays. C'est en ce sens-là qu'on peut considérer l'application de Melk Ben Nabi sur le thème de l'Occident et celui du monde musulman, sur les deux crises, comme une réflexion précoce sur la globalisation du destin de l'humanité et la totalité de l'histoire et son unité. Mais Melk Ben Nabi, qui disait que pour Melk Ben Nabi, l'Occident n'est pas en mesure de découvrir des perspectives humaines, car il est réduit à une culture d'empire qui ne peut qu'encourager la fondation d'un empire et non pas une civilisation humaine. C'est pourquoi Melk Ben Nabi invite les musulmans à jouer un rôle digne dans leur histoire en se débarrassant de la colonisabilité et puis réaliser leur révolution culturelle. Leur objectif, c'est d'aider l'Occident à dépasser sa crise morale et rétablir l'équilibre de la civilisation humaine, synthèse entre science et conscience. La mission des musulmans, selon Melk Ben Nabi, elle est purement spirituelle, elle est spirituelle avant tout. À cet égard, Melk Ben Nabi s'est distingué d'une manière remarquable des réformateurs de l'islam du XIXe siècle, comme Jamal Din al-Afghani, Mohamed Abdou et autres, par sa vision mondialiste. Il voulait, dès les années 40, bien dès les années 50, il voulait intégrer le monde musulman dans le village planétaire comme acteur et comme témoin. À cet égard, il écrit Melk Ben Nabi dans Vocation de l'islam: le monde musulman n'est pas un groupe social isolé, susceptible d'évoluer en vase clos. Il figure dans le drame humain à la fois comme auteur et comme témoin. Melk Ben Nabi écrit ça en 1954 dans son livre Vocation de l'islam. À l'occasion donc de la conférence de Bandung, il va élargir son champ intelligible d'études pour justement intégrer tous les pays qui appartiennent, tous les pays de l'hémisphère sud, à l'occasion de la conférence de Bandung. Puis il va justement abandonner son entreprise au profit d'une idée d'un Commonwealth islamique qu'il publie en 1958. Puis il va revenir à la fin de sa vie, en 1972, sur justement les concepts acteurs et témoins. Je reviens là-dessus. Donc au cours de l'année 1972, Ben Nabi va donner 2 conférences à Damas sur le rôle du musulman dans le dernier tiers du XXe siècle et aussi la mission du musulman dans le dernier tiers du XXe siècle. Dans ces 2 conférences, Ben Nabi sort de la dimension éducative, al-bu'd al-tathqifi du Coran, pour donner à ces versets une dimension sociale et fonctionnelle,
on sait comment Malik Ben Nabi il a critiqué l'école classique de l'utilisation du verset coranique par l'école classique. Donc, ainsi, Malik Ben Nabi il va justifier à l'aide d'un verset coranique la présente crise de l'humanité et responsabilise de fait les acteurs contemporains en faisant allusion à un autre verset. Dans ces deux conférences, Malik Ben Nabi cite ces plusieurs versets coraniques pour inciter les musulmans à participer aux côtés des autres peuples de la planète à la gestion de la cité humaine en tant qu'acteurs et témoins, au lieu de croupir dans la condition de sujet et de victime. Il s'inspire donc du concept coranique al-shahada, le témoignage, pour convaincre les musulmans de la nécessité de leur intégration dans l'ensemble humain comme acteurs et témoins, afin de dénouer la crise mondiale. Il fait allusion à la sourate 2 du verset 143 يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dans ce cheminement, donc Ben Nabi il va admettre la faillite historique plutôt de toutes les religions monothéistes et aussi les idéologies dans le monde. Pour lui, seul l'islam a fait l'exception dans la mesure où il continue à satisfaire les besoins spirituels des hommes. Il fait allusion à un deuxième verset coranique, الذي يقول فيه الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Donc l'islam, selon Malik Ben Nabi, est aujourd'hui en train de réaliser sa promesse et l'histoire semble se diriger vers le sens indiqué par ce verset coranique. Et il dit Malik Ben Nabi لربما هذا هو القطب الذي يتجه إليه التاريخ. Il fait allusion au rôle de l'islam dans le monde en le considérant comme l'unique candidat susceptible de dénouer la crise mondiale. En effet, parmi les autres religions et idéologies, il fut le seul qui a lancé et continue à lancer un sévère défi à toute entreprise d'anéantissement et de réductionnisme. De ce fait, il demeure un facteur de libération majeur et peut jouer un rôle moteur dans le monde dans la mesure où il peut satisfaire les besoins spirituels des hommes et combler leur vide moral. En guise de conclusion, le mondialisme dans la perspective de Malik Ben Nabi demeure la signification finale de l'histoire, qui doit aboutir, il dit Malik Ben Nabi, à une civilisation qui se réalise comme un destin, en dépit de la volonté des hommes. Car l'histoire, pour Malik Ben Nabi, l'histoire elle est orientée vers le salut collectif à l'échelle humaine. Enfin, l'histoire a deux facettes selon Malik Ben Nabi. Il est de nature cosmique, métaphysique, qui concerne la finalité de l'homme, et celle d'ordre psychosociologique, celui de la succession de causes indépendantes, d'autre part, liées à un enchaînement de causes. À cet égard, le phénomène du mondialisme, dans la perspective bennabienne, est de nature cosmique et s'inscrit dans la finalité de l'histoire, celle du salut collectif de toute l'humanité. Shukran ala l'istima'.